mesdames et messieurs qui nous regardent, pardon de vous faire entendre un nouveau son de Donald Trump. Enfin, ça, c'est pas très étonnant. On est obligé quand même. Il fait l'actualité et c'est important de le commenter. Mais c'est surtout que c'est encore dans cet avion. Vous allez voir, il est encore dans cet avion parce que comme Donald Trump, comme me le fait remarquer mon chef d'aide Baptiste, est en train d'aller vers l'Asie, c'est très très long. Donc il n'est toujours pas arrivé et périodiquement il répond aux questions des journalistes. Et là, il a dit quelque chose à propos de sa déception vis-à-vis de Vladimir Poutine. Je dois savoir que nous allons conclure un accord. Je ne vais pas perdre mon temps. J'ai toujours eu d'excellentes relations avec Vladimir Poutine, mais cela a été très décevant. Je pensais que cela se ferait avant la paix au Moyen-Orient. Je veux dire, nous avons l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Cela a été très difficile. En fait, Poutine m'a dit au téléphone, c'était incroyable parce que tout le monde a essayé d'y arriver, mais personne n'y est parvenu. Et moi, j'ai réussi. Il y a eu d'autres cas, comme l'Inde et le Pakistan. Je dirais que presque tous les accords que j'ai déjà conclus m'ont semblé plus difficiles à conclure que celui entre la Russie et l'Ukraine. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Il y a beaucoup de haine entre les deux, entre Zelensky et Poutine. C'est une haine énorme. Mais c'est Marco Rubio qu'on voit juste derrière lui. Absolument. Et Richard Verly, vous faisiez remarquer le fait que c'était sans doute cette réponse, c'était après avoir récupéré Marco Rubio. La première intervention était le dernier qui a parlé, c'est celui qui l'influence le plus, c'est ça? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est sans doute cette intervention après la fameuse réunion qui a eu lieu dans l'avion au Qatar, puisqu'on voit qu'il a remis une cravate et que Marco Rubio était derrière lui. Donc finalement, vous êtes fan observateur, absolument. Trump, au fil de son voyage, il devrait atterrir en Malaisie dans probablement 2-3 heures. Et d'ailleurs, il adore cette posture parce qu'à chaque fois qu'il prend l'avion, il ouvre la porte et il parle aux journalistes sans arrêt. Il doit s'ennuyer autrement et donc. Oui. Enfin, c'est surtout aussi quand même le but de ce genre de voyage avec le pool médiatique. Et on est bien content d'avoir les journalistes qui lui posent des questions, même si on a bien du mal à analyser les réponses de Donald Trump. Sauf peut-être vous, Ludmila Touteva, à propos de sa déception par rapport à Vladimir Poutine. Par rapport à Vladimir Poutine, je pense qu'il faut bien relier le fait qu'il a dit « je voudrais pas perdre mon temps » et c'est peut-être une référence à ce fameux rencontre qui aurait pu se faire en Hongrie entre Poutine et Trump et que Trump a annulé justement. Pourquoi? Parce que finalement, lui, il a senti qu'il n'y aura pas un deal. Est-ce que, l'homme de deal qu'il est, il voudrait avoir du concret, surtout à côté de cette obsession que vous avez dit de pétrole et de vraiment taper fort sur la Russie sur ce point-là, il veut la paix en Ukraine. Enfin, la paix, au moins la cessation des hostilités, parce que comme ça, il va pouvoir rajouter, je sais pas, une autre paix, 10e ou 11e, 9e, parce que les chiffres sont très relatifs chez lui aussi. Alors, une paix qui pourrait avoir. Mais ce qui est aussi très vrai, c'est que ça pourrait être un cessez-le-feu que les Ukrainiens veulent, c'est sûr, mais ce ne sera pas une paix véritable et juste qui pourra mettre terme à tout autre appétit ou tentative de Poutine d'aller plus loin. Parce que tant que Poutine n'est pas complètement désarmé, c'est-à-dire son économie et sa population ne peut plus en fait faire la guerre contre l'Ukraine, mais surtout Poutine, il ne peut plus le faire, il ne veut plus le faire, il va continuer de le faire. Et il peut se permettre d'attendre la fin du mandat de Trump. Et se dire, je garde Trump quand même pas si loin que ça, parce que Poutine est intéressé d'avoir les bons relations, entre guillemets, avec les États-Unis. Et lui, il dit, nos relations sont en train d'aller quelque part dans une direction plutôt bonne. Mais ça n'empêche pas que Poutine fait une des pires des attaques contre la population civile en Ukraine, qui continue de bombarder, et dire une chose et faire autre chose. Depuis hier, effectivement, ce Kirill Dmitriev, cet envoyé spécial de Vladimir Poutine sur les questions économiques, lui-même très américanisé, puisqu'il a fait toutes ses études aux États-Unis, il a fait les plus grandes universités, il est diplômé de Harvard, il est diplômé de Stanford, il a été banquier d'affaires chez Morgan Stanley, il a été consultant chez McKinsey. Enfin bon, c'est une carrière totalement américaine. Cet homme russe, Kirill Dmitriev, que vous voyez là se promener dans les rues de New York, eh bien, il est aux États-Unis avec cette tâche
tâche difficile, comme vient de le souligner Ludmila Totieva, quoi qu'il en dise, parce que lui, il estime que ça n'est pas très difficile, de maintenir le dialogue bilatéral entre la Russie et les États-Unis. C'est un dialogue auquel Moscou tient à propos de cette guerre en Ukraine. Et alors que le sommet de Budapest, comme nous savons tous, a été annulé par Donald Trump, voici ce que Kirill Dmitriev a dit à propos de la guerre, tenez-vous bien, hier. Je pense que la Russie, les États-Unis et l'Ukraine sont assez proches d'une solution diplomatique. Bon, je ne vous entends pas hurler sur le plateau parce que vous êtes décent et poli, mais c'est une blague. Oui, en fait... Lieberman. Enfin, lui, il cherche à apaiser les choses, à être effectivement optimiste. Alors, il dit que c'était une rencontre prévue de longue date, hein, qu'il n'est pas là pour ça. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Mais enfin, je pense que c'est de ça qu'il veut parler. Essayer de dissuader probablement le Trésor américain de décider de sanctions trop strictes. Mais sinon, il n'est pas... Pourquoi il passe aux États-Unis? Parce qu'il n'est pas comme Vladimir Poutine, qui remonte au XIIIe siècle et qui raconte toute l'histoire de la Russie, depuis la Rousse de Kiev, etc. Et donc, ça, Trump ne peut pas l'entendre. Oui. Lui, il tient un discours... Il n'y a pas que Trump, hein, tout le monde a du mal à l'entendre. Hein, les discours historiques de Vladimir Poutine sur la Russie, c'est long. Mais voilà, donc lui... Vous vous souvenez de Tucker Carlson? Ah oui. 20 minutes. Il avait tenu 20 minutes. Ben voilà, c'est inaudible. Donc là, c'est des propos directs, compréhensibles par tout le monde, et montrant qu'effectivement, il accepte la médiation des États-Unis. Le problème, c'est que ce qu'il dit, c'est de la volonté de créer une autre réalité, c'est-à-dire la réalité dans laquelle c'est les consommateurs aux États-Unis qui vont souffrir des sanctions, la réalité où, par exemple, la Russie est en train de se défendre contre l'Ukraine qui a voulu attaquer. Toute cette réalité, il est en train de la défendre, malgré toute l'éducation qu'il a eue aux États-Unis, parce que le cœur de cet homme, il n'a jamais changé, c'est-à-dire qui il est, comment il perçoit la réalité. Il est en train de nous l'imposer, cette réalité. Et le problème, c'est que quand on répète, au bout d'un moment, ça devient une réalité. Pour une partie de la population, c'est-à-dire la Russie. Si vous regardez ce que la Russie, ou les populations russes qui croient, qui regardent la télé, ce qu'elles croient, elles croient à cette réalité alternative qui est proposée par Dmitriev. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit aussi dans ses propos plus lointaines? Pourquoi tout d'un coup, il y a peut-être une solution diplomatique qui est sur la table. Il a dit que parce que l'Ukraine a accepté de discuter de la ligne de front. Mais ça, c'est de grand non-sens, en fait, parce que ça fait longtemps que l'Ukraine a accepté de discuter justement de la ligne de front, c'est-à-dire qu'on puisse geler ou qu'on puisse se dire comment on arrête les hostilités. On n'arrête pas la guerre, mais les hostilités. Bon, en tout cas, Ludmila Totieva, ce qu'on peut dire, c'est qu'il devait y avoir un sommet à Budapest, que Donald Trump était très enthousiaste. Je les confonds parfois un peu les deux, pardon. Et que finalement, ça a capoté. Et que Kirill Dmitriev, lui, est arrivé aux États-Unis avec au moins une idée en tête, qui est celle de rétablir, de poursuivre et d'améliorer encore le dialogue bilatéral. Il est arrivé avec un cadeau assez inhabituel, dont il fait étalage sur sa chaîne Telegram. Ce sont des chocolats, vous voyez, c'est 2 boîtes de chocolat, des boîtes de chocolat dont on ne sait pas à qui il va les offrir, mais sur la grande boîte que vous voyez sur la droite avec à l'effigie de Vladimir Poutine, il est inscrit des grands mots, des grandes phrases d'un grand homme, ce grand homme étant évidemment Vladimir Poutine, et en dessous vous avez même une citation de Vladimir Poutine: mener le dialogue avec la Russie du point de vue de la force, d'un point de vue de la force, est inconcevable. Dixit Vladimir Poutine. Donc ça, c'est la première boîte de chocolat. Et si je comprends bien, il y a une petite boîte de chocolat à gauche, vous voyez, avec à l'effigie même de Vladimir Poutine. Cette fois, c'est plus une photo, c'est un dessin. Своих не бросаем. Et ça veut dire on n'abandonne pas les siens. Et c'est un slogan des Russes concernant effectivement les soldats russes sur le front. Alors on ne sait pas, Aurélien Duchesne, où se trouve Kirill Dmitriev. Il a beaucoup communiqué sur ses réseaux et on l'a beaucoup vu hier à New York. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est, mais on
subodore qu'il devrait rencontrer Steve Witkoff à Miami, justement pour continuer à évoquer ce dialogue bilatéral. En tout cas, ils communiquent. Oui, ils auraient dû offrir des trucs à l'effigie de Trump. C'est ce qui marche le mieux. La preuve, c'est ce que font beaucoup de ses alliés. Mais Steve Witkoff... moi aussi j'ai confondu. Mais voilà. Thierry Dmitriev, on va y arriver. Thierry Dmitriev doit s'en mordre les doigts, je pense, parce qu'il était en train de réussir son pari. Quand on regarde la manière dont les Américains avaient, depuis les premières rencontres où était présent justement Dmitriev en Arabie Saoudite, c'était pour l'instant des choses très favorables au Kremlin. Si Poutine n'avait pas continué à s'entêter et à humilier Trump en lui parlant de Yaroslav le Sage et du comte Oleg au XIe siècle, ou en continuant de refuser à chaque fois des négociations ou au moins le principe d'un cessez-le-feu, ce qu'était en train de faire Dmitriev, il aurait gagné. Au fond, je pense que le piège dans lequel est tombé Poutine, c'est ce que décrit très bien François Stom dans son livre Poutine, l'obsession de la puissance, c'est que les Russes, à l'égard des États-Unis, sont tellement dans une logique de les humilier qu'ils ne peuvent pas faire un deal avec eux. En 2016, la télé russe se réjouit ouvertement de la victoire de Trump, alors qu'ils auraient dû la jouer plutôt discret, vu que c'était l'époque où commencent à arriver les enquêtes sur l'ingérence russe de la présidentielle. Et bien, de la même manière, là où un Dmitriev était en train peut-être de réussir son coup envers l'administration américaine, c'est l'obsession de son patron qui a tout cassé. Même si l'économie de la Russie, de la Fédération de Russie est de plus en plus militarisée, et bien sûr avec l'invasion de l'Ukraine en 2022, il est extrêmement coûteux à la Russie de produire ces missiles, ces missiles dont les noms sont devenus tristement connus, puisque ce sont des missiles qui ciblent et qui touchent l'Ukraine, comme le Calibre, l'Iskander, le Kinjal et le Zircon. Alors regardons les chiffres. Les chiffres sont impressionnants, puisqu'effectivement, le moins cher, Général Richoux, c'est un missile Iskander. Les premiers sont les missiles classiques, qui sont déjà un petit peu anciens, sont des missiles balistiques très connus et qui datent quasiment de l'époque soviétique. Et puis, les Kinjal Zircon, même s'ils ont été modernisés, bien sûr. Qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, Calibre, 2 millions. Voilà. Alors, Kinjal, 4,5 millions. Oui. Et Zircon, c'est celui sur lequel on a quand même le moins d'informations. Les Zircon, c'est des hypersoniques. Alors, ils sont intelligents, ils vont très très vite, peut-être 10-12 000 km/h. Est-ce que chez nous, c'est le même genre de coût ? Oui, vraisemblablement, il y a des missiles qui coûtent très 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 cher. Oui, absolument. Aster, c'est 800 000 euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui... Un missile Aster, c'est 800 000 euros, par exemple. Mais c'est un missile solaire, c'est pas du tout un missile balistique. Ça, il y a des missiles là qui peuvent transporter l'arme nucléaire. Donc le prix pour un missile qui transporte l'arme nucléaire, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez signalé qu'ils avaient tiré des missiles Calibre aujourd'hui, mais un nombre tout à fait considérable. Vous avez dit 50, je ne sais pas combien, non, en début d'émission, lorsqu'on a cité les tirs sur Kiev. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils produisent suffisamment pour tirer aujourd'hui plusieurs dizaines de missiles Calibre, plutôt que des drones qui coûtent beaucoup moins cher. Mais un truc à 2 millions d'euros, il faut pouvoir se le permettre de l'envoyer tous les jours. Oui. Ludmila Totieva, est-ce que l'économie russe est capable de supporter cette militarisation à outrance ? De toute manière, la militarisation, c'est la seule voie pour que l'économie russe tienne dans les années qui viennent. Parce que, il ne faut pas oublier... Dans les années qui viennent, vous dites ? Ah bah oui, parce que si vous regardez les budgets et la manière, vous ne pouvez pas juste arrêter du jour au lendemain l'économie, les usines qui produisent, par exemple, l'essentiel de la munition, et après virer toutes ces personnes-là. Vous allez faire comment ? En fait, votre économie va s'écrouler. On ne peut pas arrêter juste les chaînes de production comme ça. C'est-à-dire que si vous regardez les plans et la manière dont Poutine se projette dans l'avenir, il pourrait, par exemple, baisser la production de certaines choses, mais pas beaucoup. Je veux dire, pour assurer cessez-le-feu, il peut le faire pendant quelques temps. Mais il ne va pas arrêter cette production de masse qu'il a fait, parce que c'est ça qui fait vivre son économie. Pourquoi ? La Russie s'est préparée pour une sorte de période de stratisation à partir de 2014. Parce qu'ils savaient qu'ils vont être sanctionnés, même après. Il y avait les sanctions qui sont tombées quand la Crimée était annexée et Donbass était envahi. Mais même après, ils ont fait tout pour avoir un fonds souverain assez solide, pour avoir assez de réserves. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on peut utiliser justement les avoirs gelés russes
pour que l'Ukraine puisse avoir plus de moyens. Ça, c'est une question qui a été posée hier et il n'y a pas encore tout à fait unanimité au sein de l'Europe. Et il y a surtout le Premier ministre belge flamand qui, lui, a jeté un pavé dans la mare en expliquant pourquoi, selon lui, ce serait une erreur. Mais il faut que nous, on se pose cette question-là parce que cette question, elle est primordiale. Parce que l'économie russe, nous, c'est-à-dire les Ukrainiens et les Européens. Parce que les Russes, ils vont pouvoir faire tout pour tenir autant qu'ils peuvent et vraiment dans la longueur malheureusement on sait que si on ne les coupe pas les moyens ils vont tenir. Richard. Alors, si on parle des actifs russes qui sont gelés, aujourd'hui, la Russie n'est pas en mesure de les utiliser. Justement, ce sont des actifs russes qui sont gérés dans le système Euroclear. Et la raison du veto belge, c'est parce que précisément ce système Euroclear, qui est un système de compensation entre banques, est basé à Bruxelles et que la riposte, évidemment, la Belgique se trouverait exposée. Donc, à des représailles. À des représailles. C'est probablement une étape, la Belgique demande des garanties. Et vous voulez dire quand elles les auront, ça sera débloqué. Ce sera alors débloqué. La formule sur laquelle les Européens travaillent, c'est adosser un prêt à ces actifs. Donc les actifs ne seront pas saisis, mais ils serviront à gager un prêt qui permettrait à l'Ukraine d'acheter des armes. Après, sur la question de la saisie des actifs d'une manière plus générale, pour l'instant, que je sache, Emmanuel Macron, la France y reste opposée, parce que bien évidemment, les conséquences internationales d'une saisie, j'ai bien dit d'une saisie, c'est-à-dire qu'on prendrait cet argent et on le donnerait à l'Ukraine, les conséquences internationales pourraient être importantes pour des pays qui détiennent des investissements étrangers, d'autres bailleurs de fonds. J'ajoute que n'oublions pas qu'il y a à peu près, si je ne me trompe pas Sylvie, entre 100 et 150 milliards encore d'actifs européens en Russie. Donc il y a encore des actifs européens. Donc il y a aussi une possibilité de représailles là-dessus, disent les Russes. Voilà, il y a une possibilité de représailles. Alors évidemment, les Belges, simplement parce qu'Euroclear se trouve à Bruxelles, craignent effectivement d'en être les principales victimes. C'est pour ça qu'ils demandent une mutualisation. Et sinon, parce qu'on le gage aussi sur le paiement de réparation par la Russie, on peut parier qu'il n'y aura pas de réparation par la Russie et que donc, à un moment, cet argent sera perdu de toute façon. Donc les Belges, et on les comprend, ne veulent pas se retrouver en première ligne. Et par ailleurs, ça pose aussi, alors s'il y a une véritable saisie, effectivement, celui de la place financière européenne. Parce ça pose la question de la légitimité. Qui voudra, en fait, la légalité. Déposer des euros si ça risque d'être saisi. Un pays du Golfe ne se conduit pas nécessairement bien sur la scène internationale. Il y a eu la guerre du Yémen déclenchée par l'Arabie Saoudite. Donc, c'est des pays qui risquent d'être saisis à leur tour. Donc, c'est ça aussi la crainte exprimée par les autorités européennes. J'ajoute que les Américains n'ont pas saisi, ils ont gelé, mais les actifs russes qui sont sur leur territoire, les Américains ne les ont pas saisis. Oui, mais il faut quand même avancer un peu plus rapidement sur ce qui est gelé. Je suis d'accord que saisir, ça veut dire que ça a des conséquences qui vont au-delà de ce qu'on, nous, aujourd'hui, on pourrait résoudre. Mais les avoirs gelés, effectivement, il y a déjà certaines choses dont l'Ukraine bénéficie, comme par exemple des pourcentages en fait, qui coulent sur ces avoirs gelés. Les intérêts, l'Ukraine, elle était donnée cet argent-là. Mais vraiment, la question, elle n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce que l'Europe est capable de faire aujourd'hui, quels moyens elle peut se donner pour faire face à l'économie russe militarisée en face. Ce sont des questions que nous posons.